Je vous retrouve aujourd'hui pour vous partager cette histoire pour laquelle je me suis vraiment fascinée et qui est venue me toucher, c'est celle du col de Dyatlov. C'est une vieille affaire russe qui s'est déroulée en hiver 1959 dans la région de l'Oural. Et ce qui est vraiment fascinant avec cette histoire, c'est que c'est seulement en 2021 qu'on a commencé à avoir un début de réponse à ce qui s'est passé cette nuit-là de février. Alors le col de Dyatlov, c'est l'histoire de 9 personnes, c'était 9 jeunes alpinistes, mais c'est aussi l'histoire de 9 corps qui ont été retrouvés à quelques kilomètres de leur campement, avec des blessures inexplicables, semblables à celles qu'on pourrait retrouver suite à un accident de voiture. C'est l'histoire tragique des disparus du col de Dyatlov. Retour en arrière. Notre petit groupe est composé à la base de 10 personnes. C'est tous des étudiants ou des diplômés de l'Institut Polytechnique de l'Oural. Et c'est Igor Dyatlov, qui a 23 ans à l'époque, qui va mener l'expédition. Selon ses proches, c'était un jeune homme sportif, intelligent et très réfléchi. Le but de l'expédition, c'était de se rendre au mont Otterton. La randonnée devait durer à peu près 12 jours, puis les membres du club sportif de Igor étaient informés de la randonnée. Et lorsqu'ils seraient de retour à la civilisation, Igor devait leur envoyer un télégramme, juste pour les rassurer, comme quoi ils allaient bientôt revenir, que ça s'était bien déroulé et tout ça. Mais le télégramme n'arrive pas. On est maintenant 2 semaines après le début de l'expédition, et les secours sont dépêchés sur les sentiers qui mènent au mont Otterton. Et c'est là, sur le mont Kolatsiakl, que sera retrouvée leur tente, enneigée, éventrée de l'intérieur. Tous les effets personnels de la bande sont dans la tente. Objectivement, ils ont fui. On continue les recherches. Peut-être que les randonneurs se sont réfugiés dans un abri de fortune, mais pourquoi est-ce qu'ils sont parvenus chercher leurs affaires? Et les questionnements seront bien vite stoppés quand on va retrouver un corps, puis un second, à quelques kilomètres de la tente, dans la neige, à la lisière de la forêt, pas de chaussures, pas d'habits chauds, pas de chaussettes. Puis c'est quelques mètres plus loin qu'on va retrouver 3 autres corps, dont celui d'Igor, qui ont essayé avec tant bien que de mal de retourner à la tente, sûrement pour trouver des vêtements chauds. Et c'est seulement 2 mois plus tard, sous 4 mètres de neige dans un ravin, qu'on va retrouver les derniers membres de l'expédition. Cause de la mort, hypothermie, tous les 9. Si les choses avaient été aussi simples, on en aurait convenu à un regrettable accident de montagne. Mais il y a quelques détails qui dérangent. Les traces de pas retrouvées autour de la tente sont composées uniquement des empreintes du groupe et elles ne montrent pas qu'ils sont partis en panique, qu'ils ont couru. Non, ils étaient calmes en sortant de la tente. Certains des corps présentent des blessures plus ou moins graves aux côtes et au crâne, puis le taux de radioactivité des corps est anormalement élevé. Certains sont en sous-vêtements, d'autres ont porté les vêtements de ceux qu'on a retrouvés morts en premier. Comme on a dit plus tôt, pas de bottes. Certains avaient juste des chaussettes et on en a même retrouvé qui étaient nu-pieds. Est-ce qu'ils se seraient battus pour avoir les vêtements de ceux qui sont morts en premier? C'est vraiment une histoire très troublante. Et encore plus dérangeant, il y a une des victimes qui a plus de langue. Si vous m'avez suivi depuis le début, j'ai dit que l'expédition comptait 10 personnes, mais qu'il y a eu 9 victimes. Ça, c'est parce qu'il y a une seule personne qui a échappé au drame, et c'est Yuri Yudin, qui avait 22 ans à l'époque. Sa santé fragile lui fait rebrousser chemin après seulement une journée de randonnée, et puis il sait pas qu'au moment où est-ce qu'il s'en va, il dit au revoir à ses amis pour toujours. Toute sa vie, Yuri s'est tenu disposé à aider tous ceux qui ont voulu percer le mystère du col de Dyatlov, même s'il n'était pas présent avec ses amis ce soir-là. Il s'est éteint en 2013 à l'âge de 75 ans, et il a été enterré près de ses amis perdus. Malheureusement, comme on a pu le voir, le seul rescapé de l'expédition n'a pas pu apporter d'éclaircissement sur l'affaire. Et pendant des années, il y a plusieurs théories qui ont émergé. Igor Dyatlov, pour son expédition, avait choisi de suivre une piste Mansi. C'est un peuple local de chasseurs. Une petite précision, comme on parle des Mansi, la montagne, donc Kolatsiakl, où est-ce qu'on les a retrouvés, en Mansi, ça veut dire la montagne morte. Et c'est pas la montagne de la mort, comme on peut voir dans certains articles à Sensation. C'est la montagne morte parce que tout simplement, il n'y a rien qui pousse sur cette montagne-là.
On a donc pensé que peut-être qu'ils s'étaient trop avancés du territoire des Munsee, qu'ils auraient pu se faire attaquer en pleine nuit et poursuivre par les chasseurs dans la forêt. Mais souvenez-vous des traces de pas qu'on a retrouvées autour de la tente. C'était uniquement celles du groupe. Donc, aucune chance que quelqu'un de l'extérieur ait pu venir les attaquer. Puis, les Munsee sont reconnus pour être un peuple pacifique, qui vont même aider les randonneurs. Ils entretiennent de très bonnes relations avec le gouvernement russe, et quand les autorités sont venues les interroger, ils ont dit qu'ils n'avaient aucun lien avec ce qui s'était passé ce soir-là. Si vous avez remarqué, cette vidéo a été illustrée par des photos qui ont été prises pendant la randonnée. Comment c'est possible? C'est parce qu'on a retrouvé un appareil photo qui avait été amené par un des membres de l'expédition, et donc ils ont pu prendre des photos tout au long de la randonnée, et quand on a retrouvé l'appareil photo, on a fait développer les photos. Et il y en a une en particulier qui a vraiment attiré l'attention. Est-ce que le groupe aurait été suivi par une créature sauvage inconnue? Aurait-il été victime d'une terrible attaque de Yeti? Encore une fois, c'est peu probable. Souvenez-vous de l'information par rapport aux traces de pas. Et puis cette photo, bien qu'elle soit authentique, elle est floue. Je me permets d'apporter une petite précision sur ce que c'est qu'une photo authentique. Ça ne veut pas dire que ce qui est sur la photo, c'est ce qu'on croit voir. Ça veut tout simplement dire qu'elle n'a pas été retouchée ou truquée. Puis avec un peu de bon sens et de logique, on distingue très bien une forme humaine. C'est juste une photo floue qui a été réinterprétée. Quand l'incident du col de Dyatlov se passe, on est en pleine guerre froide. C'est la course à l'armement, et quoi de mieux qu'une grande étendue déserte de neige pour faire des tests. En plus, on a plusieurs témoignages cette nuit-là que des choses étranges avaient été aperçues dans le ciel, et je vous laisse avec un témoignage d'un des membres de l'équipe de recherche, Boris Sitchev. Nous avons vu une boule de feu flotter dans le ciel, près du col. Elle ressemblait au disque lunaire, mais ce n'était pas la Lune. Cette boule de feu avait un diamètre plus grand. Elle a quitté le col et s'est éloignée de nous en flottant. Nous n'avons pas observé de lueur brillante. Et puis elle a tout simplement disparu, à l'horizon. Nous étions tous dans l'incompréhension. Et comme dit plus haut, c'est pas le seul témoignage qui raconte quelque chose de similaire. Mais j'aimerais vous parler d'un phénomène naturel auquel j'ai tout de suite pensé en lisant le témoignage. Et c'est vrai que ça peut paraître surnaturel à première vue. Est-ce que vous avez déjà observé une lune cuivrée ou une lune rouge? C'est un phénomène qui peut se produire lorsque la lune est à basse horizon. En gros, la lumière du soleil passe à travers notre atmosphère et donne alors à la lune une couleur un peu orangée. Si on rajoute à ça que la Lune est à son orbite où elle est le plus proche de nous, ça peut être vraiment impressionnant comme phénomène à observer. On va essayer de se mettre à la place d'un paysan du fin fond de la Russie dans les années 50. Vous, comment est-ce que vous auriez pu décrire ce phénomène avec vos mots? Attention, je ne prétends pas que c'est une lune cuivrée que les gens ont aperçue ce soir-là, c'est juste mon hypothèse. Mais on va quand même revenir sur les possibilités d'un test nucléaire et les éléments qu'on a retrouvés sur place qui peuvent nous permettre d'envisager cette piste. Déjà, la radioactivité anormale des corps, il y a des traces de brûlure sur certains des cadavres, puis les témoignages d'objets brillants dans le ciel. On rajoute à ça aussi que la cime des arbres semblait avoir brûlé. C'est quand même des preuves qui pourraient nous faire penser à un test d'armes ou carrément un test de missile quelconque dans la région. L'URSS, à l'époque, elle s'est beaucoup intéressée à l'affaire du col de Dyatlov, puis ils ont même communiqué sur l'affaire à plusieurs reprises. En 2019, l'enquête a même été réouverte par le gouvernement russe. À mon avis, si l'URSS avait quelque chose à cacher, ils auraient tout simplement étouffé l'affaire sans même essayer de se justifier. Ça m'amène à penser que si vraiment le gouvernement était impliqué, l'histoire ne serait pas devenue aussi publique. Connaissez-vous le rasoir d'Occam? C'est une philosophie rationaliste qui prétend que souvent, la solution la plus simple, c'est la bonne. C'est la fameuse phrase « Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple ?» Jusqu'à maintenant, toutes les théories qu'on a examinées, elles amenaient plus de questions qu'elles répondaient à certaines de nos questions. Au tout début de l'enquête, la piste de l'avalanche, elle avait été écartée.
notamment parce que la montagne avait une pente d'à peu près 30 degrés et elle était considérée comme trop faible pour qu'une avalanche puisse se déclencher. En plus, aucune coulée de neige avait pu être observée par l'équipe de secours. On arrive en 2021 pour retrouver 2 chercheurs suisses qui se sont intéressés à l'affaire du col de Dyatlov. Il y a Alexander Purzin, qui est ingénieur en géotechnique, et Johan Gaume, qui travaille pour le laboratoire de simulation d'avalanche. Nos 2 chercheurs vont s'intéresser à l'enquête initiale. Ils vont remarquer dans le rapport qu'on avait mentionné une couche de neige sous-jacente qui n'était pas agglomérée, ce qui fait que c'était très fragile et que ça aurait pu entraîner une très grande quantité de neige. Pour établir leur campement, la troupe de Dyatlov a dû déblayer une zone enneigée. Quand ils ont fait ça, ils ont déstabilisé la pente. Même s'il n'a pas neigé ce soir-là, le journal intime de Igor mentionnait des vents puissants. C'est des vents katabatiques. Les vents katabatiques, ce sont des vents froids qui descendent les pentes et ils entraînent souvent des grandes masses de neige avec eux. Donc, nos 2 chercheurs ont procédé à des simulations informatiques et ils ont déduit qu'une fois tous les éléments pris en compte, le déblayage de la pente, l'inclinaison de la montagne, le vent, ça aurait pu déclencher une petite avalanche, mais qui aurait entraîné une masse quand même de 5 mètres de neige. C'est à peu près la taille d'un SUV. Donc ça nous permettrait de comprendre pourquoi on n'a pas retrouvé de traces de coulée sur les lieux du campement. La neige en fait aurait comblé l'espace que les randonneurs ont déblayé pour leur tente. Mais les blessures qu'on a retrouvées sur les corps, les côtes cassées, les crânes fêlés, comment est-ce qu'on pourrait les expliquer? Est-ce que la neige peut infliger des blessures aussi graves à un corps humain? C'est là que nos 2 chercheurs ont eu besoin d'une aide extérieure et sont allés la chercher auprès des studios Disney à Hollywood. Je rappelle qu'un des 2 chercheurs, Johan Gaume, travaille pour le laboratoire de simulation d'avalanche. Et à l'époque, il avait été très impressionné par les reproductions des mouvements de la neige qu'avait réalisé Disney pour son film La Reine des Neiges. Donc ils se sont rendus sur place pour rencontrer l'équipe qui avait travaillé sur les effets spéciaux de La Reine des Neiges. Mais une fois sur place, ils se sont rendus compte qu'il leur manquait une donnée importante et c'est celle des blessures qu'avaient subies les corps. C'est là qu'ils se sont tournés vers la compagnie General Motors pour avoir accès à leurs données sur les accidents de voiture. Alexander Purzin raconte: Nous avons découvert que dans les années 1970, General Motors avait obtenu 100 cadavres et leur avait brisé les côtes en les soumettant à différentes pressions exercées à plusieurs vitesses pour voir ce qui se passerait en cas d'accident de voiture. Les données collectées servirent ensuite à l'étalonnage du degré de sécurité des ceintures. Alors oui, c'est extrêmement glauque. Mais grâce à ces données-là, on a pu comparer en fait la vitesse et le poids qui avaient été exercés sur les cadavres et ce qui avait causé certaines blessures, et les comparer ensuite avec la neige, la vitesse à laquelle l'avalanche serait venue et le poids que la neige aurait exercé sur les corps. On prend en compte tous les paramètres, la tente posée sur des skis, le poids d'une masse de 5 mètres de neige, et on arrive au constat que oui, c'est bien cette petite avalanche qui les a blessés gravement, mais pas mortellement, qui les a poussés à déchirer leur tente de l'intérieur et qui les a même empêchés d'avoir accès à leurs affaires personnelles. La théorie de l'avalanche, elle n'a pas convaincu tout le monde. C'est vrai qu'avec une histoire aussi extraordinaire, on a un peu de mal à accepter que tout ce qui s'est passé, c'était de la faute à une petite avalanche. Mais souvenez-vous du rasoir d'Occam. La théorie de l'avalanche répond à de nombreuses questions qu'on s'est posées pendant l'enquête, plus qu'elle amène de nouveaux questionnements. Certes, il y a toujours des questions sans réponse. Pourquoi est-ce que les corps étaient radioactifs? Pourquoi est-ce qu'ils se sont autant éloignés de leur tente? Pourquoi est-ce qu'ils se sont séparés? Mais malheureusement, on ne saura jamais à 100% ce qui s'est passé ce soir-là. J'ai une pensée pour les familles des victimes et pour Yuri Yudin, qui ont tous perdu des êtres chers et qui sont décédés bien avant que la science puisse amener des explications satisfaisantes à ce qui est arrivé à leurs proches. Pour ma part, j'espère vraiment que la vidéo vous a plu. Vous pouvez me retrouver sur Instagram et TikTok pour des formats plus courts, je vous mets les liens en description. Si jamais vous avez envie de vous intéresser de vous-même au col de Dyatlov, je vous mets en description les articles qui m'ont aidé à écrire cette vidéo, notamment l'article de National Geographic où on suit justement nos 2 chercheurs suisses dans leur aventure. Aussi, dans la description, vous allez pouvoir retrouver des vidéos de youtubeurs que j'aime beaucoup, qui m'ont aidé justement à bâtir un peu ma narration autour du col de Dyatlov.
Il y a la vidéo de Fabien Olicard sur le col de Dyatlov qui est assez courte, mais qui résume très bien l'affaire. Il y a la vidéo d'Astronogeek qui est vraiment très posée et qui va examiner en profondeur les faits. Et il y a la vidéo de Révélateur X qui s'intéresse un peu à des théories à laquelle moi je me suis pas attardée, mais qui peut être intéressante aussi à aller regarder. Bon, je vais faire mon blabla comme tout le monde. Je vous demanderai s'il vous plaît, si vous avez aimé mon contenu, de vous abonner, de laisser un petit like et un petit commentaire aussi, ça ferait plaisir de savoir votre ressenti un peu sur cette histoire, un petit retour aussi peut-être sur la vidéo. Et quant à moi, je vous dis à bientôt et n'oubliez pas que c'est en étant curieux que tout devient intéressant.